Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Camara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Camara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. La fiabilité est la valeur numéro 1 chez les GG, évidemment, depuis plus de 8 ans. Vous nous faites confiance en Guinée et à travers le monde. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace et aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Vous avez accès à cette émission. Évidemment, vous avez possibilité d'intervenir en direct dans l'émission, soit GG au 8037 si vous êtes abonné Orange en Guinée. Sinon, ça se passe aussi sur Twitter. Merci de nous rejoindre. Au ministre des GG, on s'intéresse à l'actualité, multiplication de braquages et des accidents de circulation à Conakry et en région. En moins d'un mois, près de 20 personnes tuées sur la nationale Conakry-Bokeh en cause l'excès de vitesse, mais aussi et surtout la défectuosité des systèmes de freinage des engins. À Conakry, il se passe rarement des jours sans qu'on assiste à des accidents causés par des gros porteurs. Comment réduire la fréquence des accidents et des braquages en Guinée? Que compte faire le département de la sécurité, entre autres? Des questions posées ce matin chez les GG. Maître Abdoul Kabele Camara, il est nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le grand oral donc à suivre dans cette émission ce matin et puis d'autres nouvelles viendront s'ajouter à tout ceci. Bonjour Ahmed. Bonjour Lamine. Bonjour à vous Moussa Moïsila. Bonjour. Bonjour Roby. Bonjour. Djibril, bonjour. Bonjour Lamine. Allez, bonjour Djibril, c'est pas... Bonjour Lamine. Voilà, Abaka Diallo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez, on s'intéresse à l'actualité évidemment. Ebola, le Libéria ferme donc sa frontière, Ahmed. C'est prévisible. Pourquoi ils vont pas fermer? Non mais non, je pose une question. Ah oui, non. Pourquoi vous dites que c'était prévisible? Ah ben si, alors ça veut dire qu'on va être isolé à nouveau. Ça veut dire que le Sénégal va nous fermer à nouveau sa frontière, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau, etc. Donc on va être confiné à notre tour. Mais puisqu'on n'a voulu, mais puisqu'on n'a pas voulu confiner nous, allez-y Ahmed, allez. Je vais rebondir directement sur ce que Roby a dit. Puisque nous on n'a pas voulu confiner là où la maladie s'est présentée, les autres pays. S'il vous plaît, écoutez. C'est décidé. Il me dit c'est décidé. Depuis quand Ebola s'est présenté? S'il vous plaît, laissez-moi terminer. S'il vous plaît. C'est décidé. Koropara va être confiné. Le cerclage va être en marche à partir d'aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. C'est la réalité. Des mesures. Allez, Titi, s'il te plaît, mon grand. Mais des mesures ont été prises là. Oui, je sais. Voilà. On ne peut pas nier l'existence du soleil en plein midi. Alors, mais Aboubakar, sincèrement, les mesures dont vous... Roby, s'il vous plaît. Les mesures, s'il vous plaît, Aboubakar. Roby. Laissez-moi continuer de raconter parce que c'est trop tard. Les auditeurs ne comprennent rien du tout. Excusez-nous les auditeurs parce qu'on a mal à la tête. C'est clair. Quand on entend Abakar, parce que c'est trop tard. Il nous parle de confiner. Je n'ai pas dit que c'est tôt hier. Non mais attends, mais tu es dans quel délire? Hier on disait que on parlait de Massanta, on parlait de possibles contacts qui ont disparu dans la nature. Même si on découpait qu'on parlait de la Guinée et qu'on jetait je ne sais où, il y a déjà des contacts qui sont disséminés à travers le pays. C'est terrible. C'est au début qu'on devait le faire. Le premier cas, premier confinement. Aujourd'hui, ça sert à rien de confiner. Il faut élargir le travail. Ça s'organise là. Ça s'organise. Ça s'organise. J'ai vraiment honte à votre place. J'ai honte de ce que vous avez dit. À votre place, j'allais m'abstenir de tenir ce genre de propos. Pourquoi exactement? Je vous donne la raison. Ebola, on n'est pas à notre première fois. On a vécu dans cette maladie pendant un bon moment. Donc, dès que Ebola se signale dans une ville, automatiquement la machine devrait se mettre en marche. Quand tu me dis que non, il y a une procédure. Quelle procédure? La machine est déjà en marche, la machine est déjà graissée. Il faut tout simplement amener de ce côté. Mais ça n'a pas été fait. On nous dit, les populations ont dit quoi? Vous ne rentrez pas ici. Les populations vous dites, vous ne rentrez pas ici. La force devait s'imposer. Quand je dis la force, je n'ai pas dit de prendre des matraques pour aller les matraquer. Mais écoutez, quand il y a Ebola, on est en période de guerre. L'armée même devait être déployée dans cette zone pour dire aux populations, restez tranquilles. Ceux qui ne veulent pas rester tranquilles, alors que ces personnes... Mais la ville sera confinée. Tout le monde sera confiné. Nous allons cercler le village ou encore la zone, toutes ces zones, afin de procéder à un contrôle s'il le faut ou encore à récupérer les différents malades. Mais quand on me dit que c'est aujourd'hui qu'on va le faire, on est à combien de jours de la première de l'apparition de cette maladie dans cette ville? Et puis d'ailleurs, vous me parlez de temps.
Depuis quand la presse a commencé à parler de cette maladie dans cette zone? La presse a commencé à parler de cette maladie avant que les autorités ne se déploient pour dire exactement que c'est Ebola. Il a fallu que des jours passent. Allez-y, Moussa Moïse. Alors, moi, Ahmed Kamara a dit dans ce studio qu'il y a l'homme et puis il y a l'homme. Je pense que la coordination nationale de lutte contre Ebola n'est pas l'homme. N'a pas été homme dans cette histoire, puisqu'à temps, cette coordination n'a pas pris les mesures préventives qu'il faut. Écoutez, n'en voulez pas au Libéria. On ne va pas quand même accepter qu'on exporte notre mal chez vous. Accepter qu'on exporte notre incompétence chez vous. Accepter qu'on exporte notre manque d'anticipation chez vous. Je suis désolé, ces pays-là n'agissent pas comme nous. On a manqué de prévention, on a manqué de mesures urgentes. Lorsque le premier cas a été signalé, je pense que le cerclage aurait dû se faire avant ces interminables réunions qui sont tenues ici. Ils font des réunions au moment où les contacts qui sont mobiles sont en train de sortir par la forêt, ils sortent dans les camions, ils rentrent dans d'autres familles. Non, écoutez, la coordination a établi une liste de contacts. Les contacts s'élèvent à combien? À plus de 700 personnes. À plus de 700 personnes. Il y a combien de familles qui sont touchées? 181 familles qui sont touchées. Le confinement de tout ça, ça va commencer maintenant. Pourquoi ils n'ont pas fait tout ça à temps? Vous savez c'est quoi un contact? Mais c'est pas quelque chose qui reste figé. C'est quelque chose qui bouge souvent. Mais je pense que la coordination aurait pu agir à temps. Ce qui m'énerve, c'est qu'on oublie une chose. Vous avez ce qui m'énerve, c'est qu'on oublie souvent que lorsque Ebola attaque, c'est comme un ennemi étranger avait attaqué le territoire guinéen. C'est la sûreté qui est en... Mais bien sûr. Mais si vous avez bien compris Abaka Diallo hier, il a dit le président... Moi, je ne peux pas comprendre. Écoutez, pour changer de version des faits, il faut quand même un certain temps. Mais Abaka l'a fait trop vite. Moi, je trouve que la coordination a manqué d'anticipation, a manqué de stratégie. La réunion effectuée récemment, c'est une réunion tardive. Ils vont faire le cerclage de la zone de Kouroukpara, d'accord. Ils vont apporter un soutien alimentaire aux familles confinées pour les aider à rester tranquilles, d'accord. Ils ont établi qu'il y a plus de 700 contacts, d'accord. Ils ont établi qu'il y a 181 familles qui sont touchées, d'accord. Mais messieurs, vous auriez pu faire tout ça à temps pour éviter que le nombre de contacts n'augmente, pour éviter que Massanta soit touché, pour éviter qu'on dise qu'il y a un cas touché, pour éviter que Ebola ne soit aujourd'hui encore une fois une peur. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par demander à Moussa quelle version des faits j'ai changé. C'est extrêmement important. Non. Je pense que il faut pas faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. C'est extrêmement faux. C'est archi faux. Et j'ai dit à Ahmed, je n'ai pas honte de dire que mon pays est en train de prendre des dispositions pour juguler la maladie. Je n'ai aucune honte. Non, je vous dis, je n'ai aucune honte de dire la vérité dans ce studio-là. Moi, j'aimerais... Allez-y, pourquoi les gens aiment qu'on travestisse la vérité? Il y a quel mal à dire que la coordination a mis en marche, en branle, le cerclage au niveau de Kouroukpara? Il y a quel mal à dire? Non, mais je n'ai pas parlé de temps. C'est ce qui me fait mal. Parce qu'Ahmed me dit, j'ai dit que je parle de temps. J'ai parlé de quel temps? Non, arrêtez. Ne transformez pas les propos des gens. Et je suis convaincu que les autorités ont pris la mesure de la gravité de cette situation. Les mesures ont été prises. Non, attendez. Je pense qu'il faut arrêter de noircir le tableau. Non, il faut pas jeter de l'anathème. Non. Ne jetez pas de l'anathème sur ce qui est en train d'être fait. Les autorités ont pris à bras le corps cette affaire. Ça ne veut pas dire qu'elles sont là, elles sont amorphes, elles ne font rien. Ce qui est archi faux. Les gens sont en train de travailler. N'allez pas quand même cracher sur tout cela. J'ai dit, il y a aujourd'hui ce qui est confirmé, un seul cas. Et le confinement de près de 961 personnes est en marche. Je pense que ce sont des mesures qui sont à saluer. Mais comme me disent ici, vous êtes vite fait de changer de version. Je pense qu'il faut arrêter ça. C'est pas sérieux dans ce studio. Merci beaucoup, Abaka Diallo. Allez-y. D'entendre un blanc-bec qui découvre un monde inconnu. Je pense qu'on a tous suivi l'inertie de cette coordination. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que les premiers cas d'Ebola ont commencé à réapparaître. La coordination, qu'est-ce qu'elle a fait? Il a fallu une pression médiatique, certainement. Il a fallu l'émission des grandes gueules d'hier pour que, comme par enchantement, le coordinateur Ebola prenne son bâton de pèlerin pour prendre enfin des mesures. Je pense que c'est de la moutarde après dîner. Non, c'est de la moutarde après dîner. Non, Abaka, tu as parlé, je t'ai écouté.
j'ai souffert de t'écouter. Non, mais c'est important. Vas-y. Ce que fait aujourd'hui la coordination, c'est de la moutarde après dîner. Je pense que ce sont des mesures qui auraient pu être prises lors de la réapparition des premiers cas d'Ebola, mais la coordination s'est contentée des réunions folkloriques au cours desquelles rien du tout n'a été décidé. Bon sang de bon Dieu, qu'on arrête de faire d'une mouche un éléphant en élevant ou en glorifiant des mesures qui ont été prises de manière... Ne pleure pas, s'il te plaît. Non, je ne veux pas pleurer. Voilà. Je veux que Abouaka sache que nous sommes en Guinée. S'il n'est pas en Guinée, eh bien qu'il retourne ailleurs. Bien, allez-y. Roby. Je ne suis pas dans une attaque en règle. Mais hier... C'est tout comme, hein? Non, pas du tout. Ouais. On n'est pas loin. On était hier. Chacun a sa mémoire. Réactivez-le. On parlait du 115. Vous êtes on parlait des dysfonctionnements. N'est-ce pas? On était tous presque en larmes ici. Qu'est-ce qui t'énerve? Non mais attendez, on parlait de Kolpara. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas sierra-léonais? Dans le cas sierra-léonais, non, tout le monde on va y arriver. Oui. Kolpara, oui. Ok? Dans le cas sierra-léonais, je vous dis un cas à la minute près, le village a été confiné et le cas a été vite reparé. Ici, hier, on parlait de Kolpara, on a parlé de Massanta, on a parlé de combien? On parle aujourd'hui de 600-800 contacts qui sont diffus dans la nature, et vous me parlez de mesures actives de la coordination? Mais vous rigolez? Mais c'est une réalité. Mais non, mais attendez. Mais non, on parle. Non, permettez-moi, mais arrêtez. On parle déjà de un cas alité dans une structure hospitalière de la capitale. On parle déjà de la possible non-participation des Guinéens à la Mecque. On parle des fermetures de frontières, etc. Et quoi d'autre? Bientôt, on va parler de fermetures d'aéroports. Bientôt, les Guinéens ne pourront même plus avoir les visas dans les ambassades parce que tout simplement, on parle de nouveau d'Ebola. Hier, on parlait encore sur RFI de possible résurgence de cas d'Ebola en Guinée. Vous pensez que c'est petit? C'est trop tard. C'est trop tard. Non mais c'est trop tard, mais parce non, que qu'est-ce qui est trop tard? Mais on ne localise pas les contacts. Non, je suis désolé. Il faut on ne doit pas affoler la population. Non, il faut permettez-moi d'alerter. Je comprends très bien. J'alerte parce que je dis à la coordination qu'elle si elle prend des mesures à partir d'aujourd'hui, ce sont des mesures tardives. Parce que tout simplement, les contacts sont diffus dans la nature. Il faut encore un nouveau travail. Il faut encore aller les rechercher, les ramener. Et voilà. En attendant, qu'est-ce qui se passe? En attendant, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui sont dans la nature, ils le savent. On a éteint le 115. Personne n'a une information précise aujourd'hui. Je veux dire, c'est terrible. C'est terrible. Il faut réactiver la machine de la coordination. Il faut réactiver le 115. Il faut réactiver les ONG qui nous ont aidés dans la lutte contre Ebola. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire qu'il faut très vite aller. Bien. Voilà. Allez-y, Ahmed. On n'est pas en train d'effrayer les Guinéens. Nous n'avons pas cette prétention d'ailleurs. Nous sommes en train d'appeler les Guinéens, les uns et les autres, à prendre leurs responsabilités, à réactiver les mesures d'hygiène qui existaient dans les différents foyers. Il faut le faire. Puisque l'État est en train de démissionner, je pense que les populations devraient prendre leurs responsabilités. Aboubacar me parle de, oui, l'État a mis, ils sont en train de, oui, le président a dit ceci ou cela, la coordination va faire quelque chose à partir d'aujourd'hui. Oui, mais Roby vous a donné l'exemple tout de suite en Sierra Leone. Dès que le premier cas s'est présenté, ici, quand ça s'est présenté, qu'est-ce que les villageois ont dit? On ne veut pas voir quelqu'un ici. On s'est contenté de nous dire, non, les villageois ne veulent pas nous voir. Les villageois ne veulent pas vous voir. Non, l'État c'est quoi exactement? L'État c'est la puissance. Cette puissance devrait s'exercer et dire à ces villageois, écoutez, nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans la jungle. S'il y a des problèmes et que la contamination est possible, ben on doit recadrer. Pour recadrer, alors vous allez devoir rester ici. 900, vous entendez? 900 contacts. Vous savez ce que ça veut dire? 900 dans une république? C'est beaucoup. Les grandes gueules. C'est beaucoup. Bien. Merci beaucoup Ahmed Camara. On va évoluer. Journée mondiale de l'eau, Conakry, toujours en manque. Qu'est-ce que vous voulez rajouter? Allez-y. Vous savez, ma zone. Je vous ai vu, enfin j'ai regardé un reportage hier dans le 22h. Ouais. C'est pathétique. On va encore une fois dire, c'est le ministre Cheikh Talibi Silla qui, depuis son ministère de l'énergie et de l'hydraulique, qui fait qu'il n'y a pas d'eau à Conakry. Mais il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit un peu sérieux. Nous sommes rentrés en possession d'un audit. Un audit fait sur la décision, sur la gestion de la Société des eaux de Guinée, mais commandité aussi par la direction actuelle de la SEG. L'audit est catastrophique. La SEG connaît un dysfonctionnement terrible. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Qu'est-ce qui se passe à la SEG? Ce qui se passe, certainement que demain, je parlerai sur base de documents, puisque j'aime cela. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un ensemble de phénomènes qui on a constaté ça de tous lors du passage du ministre Talibi chez nous. Oui, on a constaté ça, mais pas en profondeur.
nombre de travailleurs, la gestion même du personnel et l'argent, la gestion de l'argent, des recettes qui sont faites, la subvention que l'État accorde, la gestion des clients, parce que la SEC, c'est d'abord les pouvoirs publics, les services publics qui sont ravités, mais aussi les sociétés privées. Les deux parts, comment tout cela est géré? Je pense qu'il faut qu'on se remette en cause. Hier, c'était la journée mondiale de l'eau, mais on a célébré cette journée avec une capitale qui a soif. On met cette journée sous le signe de l'emploi et de l'eau. Mais notre capitale n'a pas d'eau, c'est pas normal. Je pense qu'il faut que la SEC revoie sa copie. C'est trop facile de dire que... parce qu'hier, nous avons pris les deux versions. Celle officielle. C'est un département, en fait. Celle officielle. Comme ça, en tout cas, une société qui n'a... je ne sais pas comment dire, parce que là, par écouter le ministre ici, on a senti, en tout cas, si tu veux, l'absence... Oui, je sais pas, un malaise. Il y a quelque chose qui se passe, justement. Il y a un malaise. Vous allez... La SEC regorge de travailleurs véritablement compétents, mais qui sont classés dans des couloirs où ils ne peuvent les grandes gueules. La SEC connaît des personnes qui sont là aussi parce que tout simplement elles bénéficient des privilèges du directeur général. Moi je ne veux pas aller en cabale contre qui que ce soit, j'aimerais parler sur base de documents, mais il faut que la SEC se remette en cause. C'est honteux pour notre pays puisque vous avez vu les images que des populations, des citoyens se battent pour l'eau de pluie. C'est pas normal. C'est très grave. Que les citoyens se battent encore pour que chacun sache quel est son tour vers un robinet qui est ouvert. On est dans une capitale ou on n'est pas dans une capitale. On ne peut pas continuer à agir ainsi et on célèbre tout de même cette journée mondiale de l'eau. Il faut que ça s'arrête, que la SEC rende des comptes, qu'elle nous dise clairement qu'est-ce qui ne va pas, si c'est le management qu'on le sache. Mais demain, le rapport d'audit qui a été fait, nous allons le déballer pour que tout le monde comprenne que la société doit se remettre en cause, qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et quand ça ne marche pas, il faut changer. Allez-y, Roby. Non, mais dans ce pays, la tradition, c'est de danser. Même si on danse avec la soif dans la gorge, on célèbre la journée mondiale de l'eau. On vous a dit ici que la priorité du président de la République, c'est l'eau et l'électricité. Mais en attendant, où on en est avec la SEG? Parce que c'est grave ce qui se passe dans ce pays. Château d'eau d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas d'eau. On a tellement parlé des citernes. Il y a des quartiers ici qui, depuis 5-6 ans, n'ont pas d'eau dans leur secteur. Je veux dire qu'il faut un travail énorme. Autant on a investi dans le courant, autant on devrait investir au niveau de la SEG. D'ailleurs, moi, je trouve que la SEG est plus importante que le EDG. Parce que qui ne boit pas, meurt. Mais qui n'a pas de courant, vit. C'est tout ce qu'il faut dire. Bien, allez-y, Mohamed Djibril. Je pense que Moussa l'a dit et demain on reviendra certainement sur ce qui se passe à la SEC, sur les relations assez délétères entre le directeur général de cette société et le ministre, qui est également un épique, et le ministre Cheikh Talibé, qui sont dans deux mondes qui sont diamétralement opposés. On a l'impression qu'entre la SEC et le ministère de tutelle, il n'y a pas une synergie d'action. Je rappelle que l'actuel ministre de l'énergie a été pendant 5 ans directeur général de la SEC. Il a été remplacé par son adjoint. D'abord, dans les statuts de la SEC, m'apprend-on, le poste de directeur général adjoint n'existe pas. C'est un poste qui a été inventé de toutes pièces à l'époque du Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux aujourd'hui s'accusent mutuellement. Il y a le directeur général de la SEC qui accuse le ministre de tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues, ce que le ministre demande, parce que le ministre dit effectivement qu'il fait flèche de tout bois pour que la SEG puisse ravitailler en nombre et en quantité la population en eau potable. Donc on a pris soin de prendre la version des deux parties, mais ce qui est regrettable, c'est cette guerre qui ne profite pas à la population. Je pense que la SEC et le ministère de tutelle ont tout intérêt à agir ensemble pour le bien des populations. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est bien déplorable. Je pense qu'on ne dira jamais assez. C'est assez lamentable que notre capitale, en ce 21e siècle, soit dépourvue d'eau. Et faites le tour de nos quartiers. Les bidons d'eau ont encore de l'avenir, un bel avenir devant eux, dans notre capitale, et jusqu'en ville, à Dixine, un peu partout. C'est assez regrettable que ce gouvernement, depuis 5 ans, en tout cas, n'ait pu donc offrir cette denrée rare, cette denrée en tout cas importante plutôt aux populations, donc une denrée qui se fait toujours rare dans notre capitale.
d'un autre côté, parce que quand on analyse un peu en profondeur, il parlait un peu de cette guéguerre entre le ministre Talibi et le directeur général de EDG. J'ai des confidences dans ce sens-là. Et pourtant, c'est une réalité à Abaka Diallo. Est-ce qu'on peut se permettre de partir à dire, est-ce qu'il faut mettre d'abord l'intérêt de la société en avant ou bien cette guéguerre entre deux personnes? Là, c'est grave. C'est regrettable si les deux se marchent les uns sur les autres. Donc, c'est assez regrettable. En attendant donc, de connaître la teneur de leur enquête, on va attendre. Mais pour l'instant, moi, je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Je n'en sais pas grand-chose. Mais si c'est avéré, ce serait assez regrettable et dommageable. Même. Parce que les deux sont là pour rendre un service public, pour se battre ensemble, pour fournir en tout cas cette d'arrêt aux populations. Si donc ils ont des conflits personnels, qu'ils le règlent autrement, mais que cela n'impacte pas sur ce service-là. Justement, moi c'est ce qui est dommageable quelque part. Allez-y Moussa, allez-y Ahmed. Écoutez, entre deux hommes, il peut y avoir donc quelques querelles de leadership dans la gestion de la chose publique. Ça peut arriver, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une guéguerre. Et deux, moi je ne sais pas de quel directeur il parle, mais il n'y a pas de directeur au niveau de la SEG. Vous avez ce qu'on appelle un coordinateur général. Alors, ce qui se passe, c'est que moi je suis parfaitement d'accord avec Roby. On est dans un pays où on a dit l'eau et l'électricité pour tous. Mais on s'est engagé dans le secteur de l'électricité, vous le savez très bien, avec la question des 100 MW. Ouais. Combien la Guinée a dépensé? Et aujourd'hui, combien la Guinée a dépensé dans le secteur de l'eau? Je n'en connais pas. Je n'ai jamais suivi un projet dans ce sens. Je n'ai jamais suivi. Ce que je sais, c'est que le Japon nous vient beaucoup en aide. Même les citernes dont Roby parlait, ce sont des dons du Japon. À chaque fois quand on a besoin de quelque chose, il faut qu'on tende la main aux bailleurs de fonds. Donc la société, au lieu de se faire assister par l'État, a aujourd'hui toujours fait face aux sociétés ou encore aux pays étrangers pour nous aider à avoir de l'eau dans nos différents robinets. Moi, je pense que ceux qui sont au niveau de la SEG font ce qu'ils peuvent. Vous me parlez de... S'il vous plaît. On ne peut faire que ce qu'on peut. Je suis désolé. Ils sont là. Oui, vous me parlez de subvention. Cette subvention s'élève à combien exactement? Moi, j'en sais rien. Demain, peut-être que vous... Écoutez. Allez-y, Ahmed, on n'a plus le temps. Allez-y. Alors, ce que vous appelez subvention, ce que je sais dans la gestion de cette société, c'est que ce n'est pas une subvention. C'est ce que consomme l'État. C'est l'eau consommée par les différents ministères, par les responsables. Donc, voilà, l'armée, tout ça, est-ce qu'on peut appeler ça une subvention? Ce que vous consommez, on n'appelle pas ça une subvention. Donc, je pense que chaque mot a sa place. À mon avis, ce n'est pas une subvention. Donc, ce que les populations payent comme facture, ce que l'État paye comme facture, c'est dans cette manne financière qu'il faut payer le personnel. C'est dans cette manne financière qu'il faut traiter de l'eau pour les populations. C'est dans cette manne financière qu'il faut satisfaire toute la République de Guinée. Vous pensez que c'est possible? Si vous le pensez, moi je dis non. Allez, bienvenue chez les GG. Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Voilà, dans un instant, Maître Abdoul Kabele Camara, il faut le rappeler, le ministre de la sécurité. Donc en Guinée, il va s'exprimer sur nous et puis d'autres sujets à débattre. On se fait une pause de 3 minutes et on revient dans un instant. 9h, 10h30 sur Radio Espace Guinée, retrouvez les grandes gueules ou le débat citoyen sur la radio d'opinion. Savoir et comprendre l'actualité. Voilà, dans un instant, on va essayer d'appeler le ministre de la Sécurité, évidemment, monsieur Abdoul Kabele Camara, qui va intervenir chez nous. Évidemment, la question, comment réduire la fréquence des accidents et des braquages en Guinée, on le sait très bien, c'est un fléau désormais. Que faire? Que compte faire le département de la Sécurité dans ce sens? On en parle dans un instant, évidemment. Quelques soucis techniques avec le service Internet qui ne marche pas, donc un peu de patience, un peu plus tard, peut-être que nous allons faire lecture. Voilà, comme par hasard, c'est revenu. Voilà, les accidents de circulation, hier déjà du côté de
de Kissos Ahmed. C'est très grave ce qui se passe en ce moment. Abakar Diallo le dit, 20 personnes tuées sur la nationale. Conakry Bokeh, c'est très grave. L'heure est grave. Écoutez, c'est grave. On n'a que le 3e mois déjà. Et si on enregistre déjà 24 morts, moi je pense que l'heure est grave. Il va falloir faire rapidement le diagnostic pour voir qu'est-ce qui est à la base. Et l'une des causes ou encore l'une des raisons que nous avons en général évoquées dans ce studio, c'est la question des visites techniques. Quand vous voyez qu'un frein lâche, et aussi les produits qu'on nous amène, parce que vous avez des freins, des plaquettes de freins qui se cassent dans la circulation. Oui. Ça arrive parce que c'est pas de bonne qualité. Non seulement il faut vérifier la qualité des produits qui rentrent, mais également il faut des visites techniques. Parce que si vous faites des visites techniques, voilà, il faut les visites techniques parce que les visites techniques peuvent vous permettre de comprendre si la plaquette que vous avez, elle est de bonne qualité ou pas. Donc si ce n'est pas fait, je vous dis bien, si ce n'est pas fait, on est le 3e mois. D'ici le 10e mois, on risque d'avoir... on risque de multiplier ça par 100. Et je n'en veux pas. Ouais. On me dira que je suis cynique ou quoi, mais c'est pas ça. On est tous en train de voir ce qui se passe dans le pays. 20 et quelques morts en 3 mois, je pense que c'est trop. Les autorités devraient prendre leurs responsabilités. Non, mais ce n'est même pas 20 morts. Je pense qu'on est au-dessus de pratiquement le nombre de victimes tutoie aujourd'hui, la barre de 100. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu près de 20 morts du côté de Macenta quand un bus school est allé rentrer dans un camion militaire à Macenta Centre. Ouais. Vous vous rappelez encore de tous ces morts du côté de Bokeh et tous ces accidents qui sont constatés à longueur de journée ici à Conakry. Je pense que les statistiques sont très alarmantes et ça interpelle les autorités au plus haut niveau, notamment le nouveau ministre de la Sécurité qui doit donc il y a un grand défi à relever et je pense que ce premier défi s'appelle la question du contrôle technique. Parce qu'on a toujours dit dans cette émission, la Guinée n'en dispose pas. Et je pense que quand vous faites l'analyse des enquêtes, à la base, c'est la défectuosité des systèmes de freinage. Hier, le ministre Marc Yombuno a failli laisser sa vie dans cet accident du côté de Kissoso parce que son véhicule a été percuté par ce camion dont le système de freinage avait lâché, qui descendait et qui a donc percuté 6 autres véhicules. Je pense qu'en tout, 9 véhicules ont été endommagés, 6 personnes blessées, dont une grave dans un état assez critique. Et je pense que c'est assez lamentable ce qu'on nous sommes en train de vivre. Allez-y, en 30 secondes. Oui, mais très rapidement, même moi j'ai été percuté par un taxi qui a eu le frein qui a lâché hier du côté de Bambeto. Mais il faut aussi soulever la responsabilité de chauffeur de taxi. L'accident de Bokeh, j'ai regardé les images sont inhumaines. Vous ne pouvez pas supporter, cet accident est très grave. Mais il faut aussi dire aux chauffeurs qui quittent les villes la nuit, tardivement, 1 heure, 2 heures, qui viennent à Conakry et qui dans la journée repartent. Les mêmes chauffeurs qui n'ont même pas le temps de dormir, qui parfois sont pris de sommeil en pleine circulation, en pleine vitesse et vont percuter d'autres voitures sur l'autre voie. Il y a la responsabilité de la visite technique, mais il y a la responsabilité des chauffeurs. Les chauffeurs sont très 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 imprudents. Voilà, allez, en direct chez les juges, Maître Abdoul Kabele Camara Moussa Moïse. Les grandes gueules. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Bienvenue donc dans les grandes gueules. Nous commençons par une question de vie, portant donc sur la question de la sécurité routière qui continue encore, des accidents de la route continuent encore d'endeuiller plusieurs familles. On a cité le cas de Kissoso hier. Il y a eu aussi un autre accident sur le pont Moussodougou hier également. Quelles sont les mesures déjà envisagées pour que les vies cessent d'être arrachées de la sorte? D'abord, je commencerai par vous remercier pour le constat que vous-même vous avez fait et également l'appréciation que vous êtes en train de faire de cette sécurité routière-là dans son ensemble. Et vous avez situé les responsabilités tant du côté de l'autorité que du côté citoyen, et plus précisément des usagers. Et parmi ces usagers, plus particulièrement les professionnels des transports. Et vous avez dit que c'est lamentable, et vraiment, vous avez pesé vos mots. C'est le constat que j'ai fait lorsque j'ai passé mes visites au niveau des différents commissariats.
Et quand je me suis rendu compte qu'au niveau de la sécurité routière, se posait le problème de formation professionnelle, alors j'ai été abasourdi et vraiment j'avais mal au ventre en entendant que les gens ne sont même pas familiarisés au code de la route. Comment pouvez-vous assurer la sécurité si vous ignorez les infractions en matière de la circulation, des infractions à la circulation routière? Alors, les automobilistes sont indisciplinés aussi. Ils ne respectent pas la loi. Et ça, c'est à se demander comment ils sont arrivés à obtenir un permis de conduire. Et vous avez vu, le président de la République a pris soin de s'occuper de ces secteurs-là et surtout de l'importation des véhicules dans notre pays. Et il est allé jusqu'à envisager la possibilité de limiter les véhicules à 8 ans. Mais compte tenu des différents paramètres qui entrent en jeu, on est obligé de prendre du recul pour prendre la bonne décision et après concertation avec tous les acteurs. Mais tout y est. Vous avez parlé de la défectuosité des véhicules. Cela veut dire qu'il n'y a pas de contrôle technique. Exactement. Et vous savez, depuis plus de 10 ans, le problème de contrôle technique se pose ici en Guinée. En Guinée, on a donné l'exclusivité à une personne et cette personne n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Chaque fois, il y a des problèmes, mais bon sang. On peut oui, mais maintenant, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui va changer, monsieur le ministre, sous votre magistère? Qu'est-ce qui va changer? Parce que ça devient une retournelle. Depuis 5 ans, on parle de la même chose, monsieur Camara. Voilà, ce qui va changer, moi je pense que on va abandonner les constats parce qu'on ne fait que ressasser les mêmes constats depuis des années. Maintenant, moi, je vais proposer à monsieur le président de la République et au gouvernement, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, que, le problème de contrôle technique soit définitivement solutionné. C'est-à-dire qu'une décision soit prise. Ou on libéralise complètement, ou on donne à un technicien, un spécialiste, qui soit de nature à assurer le contrôle technique en Guinée. Ahmed Camara. Il y ait une décision ferme là-dessus. Deuxièmement, j'ai envoyé à la formation, j'ai commencé à envoyer un lot d'agents de la sécurité routière. Alors, il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils aient l'éthique professionnelle et qu'ils soient plus rigoureux pour sanctionner les usagers indélicats. Bien. Allez-y, Ahmed. Troisièmement, il faut de la sensibilisation. Et avec votre concours, il faut de la sensibilisation parce que c'est une affaire de tous les jours. Voilà. D'accord. Alors, monsieur le ministre, c'est clair, parlant de ces accidents, quand il y a accident, celui qui intervient, c'est le sapeur-pompier. Si on peut dire ainsi, ces agents en Guinée n'existent pratiquement pas. C'est quand il y a des incendies qu'on peut voir les sapeurs-pompiers. Mais quand il y a un accident, jamais on vous fout dans un taxi ou dans un magbana et on vous amène à l'hôpital. Donc le service de la protection civile, notamment les sapeurs-pompiers, monsieur le ministre, c'est un corps particulièrement enterré. Je suis d'accord avec vous, mais je vous ai dit que si on continue à parler toujours des constats, vous connaissez l'histoire des sapeurs-pompiers en Guinée depuis 1958. De 1958 à nos jours, vous connaissez. Le minimum qui est aujourd'hui en train d'être installé, c'est avec l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle un embryon de sapeurs-pompiers. Nous avons des unités presque dans un certain nombre de quartiers à Conakry. Et puis, nous sommes en train, avec l'aide de la coopération de l'Union, avec l'aide de l'Union européenne, nous sommes en train de préparer maintenant des unités de protection civile. 4 unités ont été formées. Les 2 premières avant moi et les 2 dernières, la formation a été clôturée sous la présidence de monsieur le président de la République à Kaflia il y a plus d'une semaine. Donc ça c'est pour la gestion des catastrophes et des crises, des accidents de ce genre-là. Et nous sommes en train de tout faire. Il y a une programmation et un financement
de l'Union européenne pour que dans les régions naturelles, ces unités de protection civile puissent être casernées. Donc, il faut nécessairement des infrastructures. Bien. Des infrastructures. Tant pour les sapeurs-pompiers que pour les unités de protection civile. Justement, en parlant de sapeurs-pompiers, monsieur le ministre, la route Petit-Simbaya-Nongo est une route pratiquement dangereuse où chaque week-end il y a des accidents. Il y a des sapeurs-pompiers qui ont été délogés du côté de Koloma, de Bambeto, où on est en train de construire le siège de la RPT, pour être relogés dans l'arrière-boutique du marché de Kiroti. Ces sapeurs-pompiers-là ne peuvent même pas intervenir dans des accidents qui se passent à 50 mètres d'eux parce qu'ils ne sont pas équipés. Je vous invite à faire un tour là-bas, vous allez voir où ils sont logés. Lui-même, il loge dans la zone. D'ailleurs, vous pratiquez cette route. Il loge dans la zone. Allez-y, monsieur le ministre. Vous parlez devant quelqu'un qui a déjà fait ce constat avec vous. Et vous savez très bien, je dis c'est depuis 1958, vous connaissez l'histoire des sapeurs-pompiers en Guinée. Mais c'est un corps qui avait même disparu et qui n'avait plus d'existence. C'est avec l'arrivée du professeur Alpha Condé au pouvoir que nous sommes en train de donner corps et âme à ce corps-là. Et aujourd'hui, avec l'assistance de l'Union européenne, il y a les sapeurs-pompiers. On peut dire que nous sommes en train de mettre en place des unités qui pourraient être performantes. Mais il faut être l'équipement. Et il y a une ONG française qui est basée à Lyon, qui travaille avec nous, qui a passé un accord avec nous pour nous équiper. Et en même temps, sur le budget national, nous allons faire une programmation pour équiper les sapeurs-pompiers. Je vous dis bien, les sapeurs-pompiers et les unités de protection civile constituent la clé de voûte pour la protection des personnes et de leurs biens. J'ai l'impression ce matin que vous faites des propositions. Vous avez parlé de constats. Nous, on vous connaît pragmatique, monsieur le ministre. Vous avez été comme un ministre de la Défense ici. On a vu un petit peu ce que vous avez fait. Justement, à part des propositions, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qui va se faire? Parce que vous-même, vous avez dit tout de suite. Le constat. Voilà, c'est ça. Le constat, la proposition. Pour tout de même réduire la fréquence des accidents quand même. Hein. Vous permettez? Allez-y. C'est vous qui êtes installé dans la logique de constat. Je vous ai dit, abandonnez maintenant ces constats. On s'est trop auto-flagellé en matière de constat. Il faut avancer maintenant. Maintenant que les constats sont faits, il faut des mesures concrètes. La première mesure concrète, comment voulez-vous lancer dans la rue des hommes pour dire qu'ils sont sapeurs-pompiers alors qu'ils n'en ont pas la formation? La première chose, c'est d'assurer la formation de ces gens-là. Donc des propositions. La deuxième chose, c'est de consacrer un budget pour leur équipement de façon progressive. Troisièmement, c'est la participation de tout le monde, la sensibilisation, y compris les médias. Voilà des mesures concrètes. Bien. Et réaliser des infrastructures, parce que une unité de sapeurs-pompiers, il faut les caserner. Et pour les caserner, il faut des infrastructures. Il faut construire. Depuis 1958, qu'avons-nous fait à l'intérieur du pays? Qu'avons-nous fait sur tous les territoires nationaux? Cependant, 3 régimes se sont succédés. C'est maintenant qu'on voit une lueur. Ouais. Le ministre Kabele en direct chez les GG. Allez-y. Alors, monsieur le ministre, autre sujet d'inquiétude dont on a besoin, bien évidemment, des solutions, c'est sur le front de l'insécurité. Les braquages se multiplient. Il y a quelques jours, un député se faisait braquer chez lui à 21h. Tenez-vous bien, monsieur le ministre. Il y a beaucoup de sentiments d'insécurité. Ce sentiment a tendance à grandir. Dites-nous, il y a beaucoup de ministres qui se sont succédés à la tête de ce département, qui nous ont proposé des solutions qui semblent ne pas produire leur effet escompté. Vous, personnellement, quelle est votre touche pour inverser cette tendance, pour rassurer les Guinéens et pour faire en tout cas éclater le sentiment d'insécurité qui grandit de plus en plus au sein de cette population? Je vais lever l'équivoque sur une chose d'abord. Moi, à mon arrivée ici, je n'ai vu aucun plan d'action efficace. D'abord, la police était plongée dans une division totale, dans un travail fractionnaire. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Alors, première chose à régler, c'est l'unité de force.
Nous avons une mission d'État. Nous n'avons pas une mission personnelle ou interpersonnelle. Nous n'avons pas une mission de clan. Pour faire face au grand banditisme, il faut un collège qui soit uni, qui soit fort, avec un plan d'action qui est susceptible d'être mis en œuvre de façon coordonnée. Ouais. À l'heure actuelle, j'ai dit au département de la police, à la direction générale de la police, à la direction générale de la protection civile, que chaque fois qu'un nouveau ministre est nommé à la tête du département, chaque fois qu'il y a un nouveau directeur général, et en ce moment seulement, on constate qu'il y a recrudescence de la criminalité. Ouais. Donc, en clair. Est-il fait sciemment ou non, je ne sais pas. Ouais. Mais en tout cas, j'ai tiré sur la sonnette d'alarme. Ouais. J'ai mis en garde la direction générale de la police et tous les services spécialisés de me donner un plan qui soit applicable sur le terrain, même avec les moyens de bord, même s'ils sont dérisoires. Mais nous ne sommes pas incapables de faire face à cette recrudescence de criminalité. Bon, ouais. Deuxièmement, j'ai demandé que la lettre de mission qui va leur être présentée, et cette lettre de mission comprend principalement la réduction de façon drastique, en tout cas de la criminalité dans la capitale et à l'intérieur du pays. Cela suppose que les services spécialisés, chargés de prévenir, surtout des renseignements, puissent jouer leur rôle et communiquer les renseignements pour traquer ces grands bandits jusqu'à leur retranchement dernier. Et nous sommes à cheval là-dessus. Et actuellement, nous sommes en train d'élaborer des plans d'action pour chaque type de criminalité et afin de mener des actions coordonnées. Ouais. Quant au fond, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne vais pas dévoiler mes armes, ma stratégie avant d'aller sur le terrain. Ouais. Ce serait m'affaiblir moi-même. Est-ce que vous comptez donc juguler cette insécurité grandissante avec la gendarmerie, parce que dernièrement vous y avez fait un tour, vous êtes allé vers le haut commandement de la gendarmerie, et c'est une question qui se pose également, monsieur le ministre. Eh bien oui, Abakar, on a toujours dit ça. Si vous voyez que j'ai pris soin de demander à mon collègue ministre d'État, ministre de la Défense, et à l'état-major général des armées, tout comme le haut commandement, c'est pour que la police et la gendarmerie puissent se loger dans la logique d'une synergie d'action afin de mener à bien leur mission. Question simple, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une unité aujourd'hui entre ces deux forces, la gendarmerie et la police? Bien sûr, elle est obligatoire. Normalement. On ne tolérera aucun dérapage. Je ne tolérerai ni moi-même, ni le ministre de la Défense, Ghané, ni le chef d'état-major général des armées, ni le haut commandant. À plus forte raison, le directeur général de la police, nous ne tolérerons aucun dérapage sur ce plan-là. Ben oui, mais il ne faut pas vous contredire non plus, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous avez trouvé un département laminé, dans le sens qu'il y avait des clans, monsieur le ministre. Si nous, à chaque fois, on l'évoque ici dans cette émission, à dire que la police et la gendarmerie, c'est comme deux forces... deux frères ennemis. Justement. Ouais. Mais justement, c'est ce qu'il faut dynamiter aujourd'hui, c'est ce que le ministre dit. Est-ce que vous avez posé le même constat, monsieur le ministre, que la police et la gendarmerie ont du mal à travailler en synergie? Écoutez, avant, il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, nous avons annoncé un principe. C'est l'unité d'action. Ouais. On a compris. L'unité d'action. Nous n'avons aucune gloire à tirer sur nous, ou que la gendarmerie n'a aucune gloire à tirer sur elle. Voilà. L'essentiel pour nous, c'est l'accomplissement de la mission que nous confère la Constitution, la protection des personnes et de leurs biens. Bien. Chacun dans son domaine. Maître Abdoul. Aujourd'hui,
ce qui se passe à travers le monde. Même en matière de lutte contre le grand banditisme, la criminalité transfrontalière, le djihadisme, le terrorisme. Voilà, on en parle dans un instant évidemment avec vous, Maître Abdoul Kabele Camara. Une grande émission ce matin, un déballage en action évidemment. On se fait une pause de 10 minutes et on revient avec le nouveau ministre de la Sécurité, Maître Abdoul Kabele Camara. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.